députés. La parole est maintenant à Monsieur Christophe Prémat du groupe socialiste, écologiste et républicain pour un temps de parole maximal de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, l'ampleur de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes dans notre pays est intolérable et insupportable. Intolérable qu'une femme gagne en moyenne 27% de moins qu'un homme. Insupportable que les femmes représentent aujourd'hui 2 personnes sur 3 touchant le SMIC et les 2 tiers des personnes touchant le RSA. Bien que l'accès à l'emploi progresse, la vulnérabilité plus forte des femmes est bien réelle. Nous l'avons constaté au sein de la délégation aux droits des femmes, puisque toutes les auditions ont rappelé cette réalité, notamment dans l'exercice d'évaluation de la loi du 4 août 2014. Je vous remercie, Madame la rapporteure, d'attirer notre attention sur cette réalité qu'il faut transformer en profondeur. On constate ainsi que les femmes restent une variable d'ajustement privilégiée dans un contexte de libéralisation et de crise économique. Plus souvent au chômage, elles ont aussi plus de risques de perdre leur emploi. Elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à estimer avoir un risque de perdre leur emploi dans les 6 prochains mois dans de nombreux pays. En Finlande, c'est le cas, 17% contre 11%. Au Danemark, 11% contre 7% pour les hommes. En Belgique, près de 10%. En Espagne ou encore en Autriche. Le recours croissant des entreprises au temps partiel fait que ces contrats sont aujourd'hui occupés aux 2 tiers par des femmes et le plus souvent à l'initiative de l'employeur. Les contrats à temps partiel représentent 18% des emplois alors qu'ils étaient à 7% il y a 30 ans. Ce type de contrat s'accompagne d'ailleurs en général d'une intensification de la charge de travail ou d'une amplitude horaire de travail largement supérieure à la durée légale d'une journée de travail alors qu'un grand nombre de femmes, parfois seules avec des enfants, vivent dans une grande précarité. En 2015, 1,2 million de femmes salariées étaient en situation de temps partiel subi. Ces écarts s'expliquent en grande partie par les caractéristiques du déroulement de la carrière des femmes, que l'on parle du parcours académique ou du parcours professionnel. En France, les filles représentent 57% des étudiants à l'université en 2015-2016, elles étaient 43% en 1960-1961. La situation s'est donc nettement améliorée ces 50 dernières années pour elles, mais les écarts persistent dans le choix des filières. En effet, les filles représentent 75% des étudiants en lettres et sciences humaines, mais seulement 25% dans le domaine des sciences fondamentales qui mènent aux carrières les plus prestigieuses. Déjà au lycée, les filles sont moins nombreuses en séries scientifiques au moment du bac. Les modes de vie, l'éducation ou encore le fonctionnement du système éducatif expliquent ces choix d'orientation différenciés. Il existe de ce point de vue un réel travail à effectuer sur les vocations professionnelles pour éviter qu'elles ne projettent des représentations stéréotypées à caractère essentialiste. Alors que nous sommes dans l'évaluation de la loi de la refondation de l'école dans ces derniers jours de législature, je pense que cette question est à poser car elle a des conséquences sociales extrêmement fortes. À la sortie du système éducatif, les hommes et les femmes sont, comme on le voit, souvent titulaires de diplômes et de spécialités différentes. Cependant, même lorsque ce n'est pas le cas, les femmes s'insèrent dans des métiers différents, souvent moins rémunérés. Elles peuvent en outre être freinées dans leur carrière lorsqu'elles n'ont pas, pour cette raison, été discriminées à l'embauche ou licenciées du fait même de la possibilité d'une maternité. Mais cela n'explique évidemment pas tout. À contrat, diplôme, expérience et responsabilité égales, une femme gagne en moyenne 13% de moins qu'un homme. Cette différence est directement liée au sexe des salariés. C'est parce qu'elles sont femmes qu'elles sont moins bien payées que les hommes. Tout en travail confondu, les hommes gagnent 35% de plus que les femmes, selon les données 2012 du ministère du Travail. Et plus on s'élève dans la hiérarchie des salaires, plus les écarts sont grands. En équivalent temps plein, les femmes cadres touchent en moyenne 26,3% de moins que les hommes cadres. À l'inverse, l'écart le plus faible se trouve parmi les employés, 9,3%, une catégorie majoritairement féminisée. Et même si les écarts de salaire ont nettement baissé depuis les années 50, le rattrapage s'est ralenti depuis les années 90, en partie parce que les femmes demeurent à l'écart des postes à responsabilité les mieux rémunérés ou qu'elles sont plus souvent employées dans des secteurs où les salaires sont bas, tels que les services, le commerce ou l'aide à la personne, par exemple.
Ces inégalités ont une même cause, la domination masculine et la reproduction des schémas de domination patriarcale au travail comme dans la sphère domestique. Pas moins de 7 lois spécifiques ont déjà été adoptées. Les discriminations à l'embauche, dans le déroulement de la carrière, sur le montant des salaires, sont formellement interdites. Les négociations entre les salariés et les employeurs sont désormais tenues de transformer les relations professionnelles en faveur de l'égalité. Mais, peu contraignante, la loi n'est pas appliquée et la France demeure au 131e rang mondial sur 134 en matière d'égalité salariale. Rappelons simplement qu'en 2014, le taux d'activité, c'est-à-dire les actifs en emploi, et ceux et celles en recherche d'emploi des 15-64 ans, était de 75,5% chez les hommes, alors qu'il était de 67,5% chez les femmes. Cette différence s'accentue au fur et à mesure que la famille s'agrandit. Avec un enfant, le taux d'activité des femmes est de 82,4%, 96,2% chez les hommes, et seuls 43% des femmes ayant au moins 3 enfants ont une activité salariée contre 88% pour les hommes. Il faudrait cependant, dans ce tableau, ne pas oublier des catégories parfois invisibles, et nous en avons parlé à plusieurs reprises au sein de la délégation aux droits des femmes, avec notamment le cas des femmes isolées en zone rurale. Et comme c'est un des sujets aujourd'hui des textes de votre niche, c'est un angle mort des politiques publiques, et il faut mentionner ce cas dans cette discussion générale. Notons également que les femmes ne représentent que 28% des personnes créatrices d'entreprises. Le temps est donc venu de passer des bonnes intentions à des obligations de résultats. Depuis 2012, le gouvernement, avec notamment Najat Vallaud-Belkacem et Laurence Rossignol, s'est mobilisé sur un objectif, dépasser l'égalité formelle et atteindre un horizon d'égalité réelle entre les femmes et les hommes. La loi du 4 août 2014 a mis en place des mesures concrètes, des leviers d'action pour lutter contre les inégalités auxquelles se trouvent, du travail à la sphère familiale, de la culture et des sports jusque dans l'espace public. 42 millions d'euros ont été consacrés pour le plan d'égalité professionnelle visant à l'insertion des femmes et à la mixité professionnelle dans les métiers où les femmes sont sous-représentées. Grâce au soutien à la création d'entreprises depuis 2012, le nombre de femmes créatrices est passé de 38 000 à 82 000. Cet objectif anime l'ensemble des politiques publiques menées et tous les ministères sont engagés pour lutter contre les discriminations et les violences faites aux femmes, pour faire disparaître les stéréotypes sexistes et pour promouvoir la parité et l'égalité professionnelle. La sphère politique n'échappe pas au constat de déséquilibre entre hommes et femmes, même si on observe davantage de femmes actuellement, on est encore très loin de l'égalité. La force de la loi reste supérieure aux soi-disant habitudes. Lorsque les Grecs évoquaient la notion de nomos, ils se référaient à la fois à la loi et aux mœurs. C'est à nous d'instituer une inversion des mœurs et de faire en sorte que la loi puisse corriger et contraindre davantage pour que cette parité existe. Au niveau local, seules 3 femmes sont à la tête d'une des 13 régions, alors qu'elles représentent près de la moitié des conseillers de ces instances, et seuls 16% des maires sont des femmes, alors que 40% des conseillers municipaux le sont. J'ai, dans ma circonscription, incluant les Français d'Europe du Nord, des exemples des sociétés tendues vers l'effort paritaire. Je pense notamment à la Suède, qui a presque réalisé cette parité au niveau du Parlement, avec 45% de femmes représentées, et un gouvernement paritaire avec même plus de femmes depuis 10 ans, tout comme notre gouvernement depuis 2012. Malgré cette visibilité de la parité et des politiques encourageant la parentalité et le partage des tâches, l'égalité professionnelle est loin d'être assurée dans cette société, puisque les conseils d'administration des grands groupes sont à majorité masculine, le taux de femmes représentées baissant drastiquement. Une réflexion sur les temps de vie et sur l'équilibre des carrières est constamment en discussion dans les pays nordiques pour permettre l'épanouissement des individus. Effectivement, un meilleur partage des congés parentaux, paternité, maternité, serait l'une des conditions pour plus d'égalité professionnelle, mais cela ne suffit pas. Au-delà des mesures, l'égalité professionnelle pourra progresser plus rapidement si le genre devient un indicateur central des politiques publiques, avec notamment l'idée d'inclure davantage la méthode des budgets genrés que nous avons eu l'occasion de discuter en délégation aux droits des femmes. Je crois qu'une autre étape plus globale devra être franchie à l'avenir et surtout, il faudra ne pas régresser en dehors du cadre équilibré trouvé pendant ce quinquennat.
Cette proposition de loi, qui ne prétend pas épuiser le sujet, propose autant de lutter contre le sexisme qui s'exprime directement ou indirectement dans les relations de travail que de renforcer le pouvoir des salariés face aux logiques du marché qui s'en nourrissent. Le Forum économique mondial estimait en octobre dernier qu'il faudrait 170 ans pour atteindre l'égalité. Faisons en sorte de poser les jalons pour une loi future réaliste, mais prenons garde de bien évaluer l'application de la loi du 4 août 2014. Les privilèges ne sont pas abolis dans les faits. Pour toutes ces raisons, si je souligne certains débats pertinents, j'attends donc des discussions de pouvoir évoluer sur cette proposition de loi qui ne peut être votée en l'état. Je vous remercie. Merci, Monsieur